Alors, à ce stade d'avancement de nos travaux, évidemment, beaucoup de choses ont été dites sur la soft law, sur son utilisation, sur sa pertinence, sur le concept de soft law également. On a tous relevé le fait que sa traduction elle-même est difficile, sa définition est assez variable. On s'accorde plus ou moins sur le fait que sa particularité va consister essentiellement à nous permettre de distinguer entre le droit dur et le droit mou, ou la soft law, en raison essentiellement d'une valeur normative plus limitée, de sa relativité et de l'absence réelle ou supposée de force obligatoire, tout en étant d'accord sur le fait que ces normes-là sont susceptibles de produire des effets juridiques. Alors, on ne sait plus trop qui a inventé le concept. En général, on se réfère dans les articles de doctrine à Mackner, mais en même temps, on ne sait plus trop exactement ce qu'il a voulu dire. On n'est pas trop d'accord non plus sur les typologies. Il n'y a pas vraiment de typologie définitive du concept de soft law. Dina Shelton parlait dans un article de soft law primaire et secondaire. D'autres vont intégrer les déclarations, les codes de conduite, initiatives privées, etc. Donc il y a un petit peu un mélange d'un ensemble de choses. Et puis on connaît aussi les débats doctrinaux assez intenses sur cette question de soft law, qui part de l'enthousiasme pour certains, en passant par certaines réserves pour d'autres, et en allant jusqu'à une forme de soft-law-phobie plus assumée pour d'autres auteurs. Alors on sait qu'il y a, pour certains auteurs, la soft law, ce n'est pas du droit. Malcolm Shaw le rappelle encore dans les mises à jour de son traité de droit international, simplement à défaut d'effets contraignants. Pour d'autres, la soft law perturbe les contours de la théorie des sources en droit international, et donc est condamnable à ce titre. Et alors, pour d'autres, enfin, c'est une catégorie attrape-tout, dont on n'arrive pas vraiment à identifier la nature, et donc qui a justement pour effet, ou qui est susceptible de dénaturer en tant que tel le concept de source en droit. Alors, on voit que la soft law est en voie de réhabilitation grâce à différents travaux qui parlent de ce type de normativité, grâce à la pratique également de différents organes, mais des questions évidemment liées à la légitimité, on l'a vu hier, restent posées, risque de dissolution de la contrainte juridique. Tout ça, ce sont des questions évidemment qu'il nous faut aborder. Alors moi, je ne vais pas aborder directement ces questions-là, je voulais présenter simplement l'usage et les fonctions de la soft law dans un des systèmes juridiques qui existe, qui est le droit interaméricain des droits de l'homme. Et donc je vais insister en particulier sur ce que j'appelle l'effet pollinisateur des normes de soft law, la pollinisation normative d'une part et la pollinisation jurisprudentielle d'autre part, en montrant deux applications concrètes que l'on fait de la soft law en droit interaméricain des droits de l'homme. Je n'ai pas le temps malheureusement de revenir sur les balises nécessaires à la compréhension du système interaméricain. Donc, je vous épargne ce détour. Première application qui est très particulière et très propre au système interaméricain, un cas de pollinisation normative, c'est l'application qu'on fait en droit interaméricain de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, qui est un cas particulier de soft law durci. Alors, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme a été adoptée quelques mois avant la Déclaration universelle des droits de l'homme, en 1948, parallèlement à l'adoption de la charte de l'OEA, donc de la charte de l'Organisation des États américains. Et s'est posé plus tard la question de savoir quel était son statut juridique. A priori, la réponse est très claire. La Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, c'est une résolution adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains. Donc elle a un statut qui est similaire en termes d'instrument juridique à celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les États n'avaient pas l'intention d'adopter un instrument juridiquement contraignant. C'est relativement bien établi en soi quand on regarde l'historique de l'adoption de cette déclaration. Et pourtant, tant la Commission que la Cour interaméricaine des droits de l'homme considèrent que la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, soft law, certes, est contraignante juridiquement.
Alors c'est un petit peu particulier, ça perturbe un petit peu évidemment nos fondamentaux de droit international, mais c'est pourtant bel et bien la position adoptée par les organes interaméricains. Alors dans un premier temps, la Commission interaméricaine des droits de l'homme s'est exprimée en ce sens dans l'affaire Baby Boy Case contre États-Unis et dans une autre affaire relative à la peine de mort imposée à des mineurs d'âge contre les États-Unis. Elle a proposé simplement, non pas de faire référence à la coutume ou à des principes généraux, mais elle a proposé simplement de déduire des articles de la charte de l'OEA, qui, elle, est un traité, évidemment, qui font des petites références, des petites allusions aux droits de l'homme. Elle déduit de la charte de l'OEA le caractère obligatoire des dispositions des autres instruments interaméricains relatifs aux droits de l'homme. Parmi ces instruments, elle classe en premier lieu la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme. Et donc, la déclaration serait ainsi l'instrument de droits de l'homme qui lie les États américains, les États partis à l'Organisation des États américains, et en particulier les États qui n'ont pas ratifié la Convention américaine des droits de l'homme. D'accord ? Donc on a, en droit interaméricain et droits de l'homme, ce n'est pas toujours facile à cerner, mais on a deux systèmes de protection. Un système déclaratoire pour les États qui n'ont pas ratifié la Convention américaine des droits de l'homme, États-Unis, Cuba, etc., et à l'égard desquels on va appliquer directement la déclaration. Et d'autre part, un système conventionnel pour les États qui, eux, ont ratifié la Convention américaine, les 23 États partis, à l'égard desquels on va appliquer uniquement la Convention. D'ailleurs, deux systèmes de protection, avec, par ailleurs, et c'est ça qui est intéressant, un système de plainte individuelle qui va permettre à la Commission interaméricaine de connaître donc des allégations de violation de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme à l'égard d'États tels que les États-Unis, Cuba, le Canada, etc., qui n'ont pas ratifié la Convention américaine des droits de l'homme. La Cour interaméricaine des droits de l'homme, dans un avis consultatif, a confirmé, a conforté cette position adoptée par la Commission interaméricaine, tout en rappelant évidemment que la déclaration n'était pas un traité, mais qu'elle devait être considérée comme étant indirectement contraignante en raison du lien qu'il est à faire entre la déclaration et la charte de Bogota. Donc la base du contraignant, elle est bien conventionnelle, puisque c'est la charte de Bogota que l'on va évidemment invoquer, mais on applique quoi ? On applique la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme. Alors quelques remarques à faire sur ce particularisme interaméricain, sur ce durcissement de soft law. Première remarque, il faut bien comprendre, je ne peux pas m'y étendre, mais il faut bien comprendre le contexte historique et politique dans le cadre duquel cette opération de durcissement a été menée. La commission interaméricaine est créée avant l'adoption de la Convention américaine des droits de l'homme, à une époque où on ne sait pas encore s'il va y avoir un instrument conventionnel, et la commission est bien obligée, dès 1959, de contrôler le respect par les États de droits de l'homme, d'obligations en vertu de la charte de l'OEA d'une protection relativement vague et indéterminée des droits de l'homme. Et pour ce faire, elle a besoin d'un instrument qui va nous dire c'est quoi ces droits de l'homme et quel est exactement leur contenu. Et donc elle n'a pas d'autre instrument à ce moment-là que la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme. Et après ça, quand on adopte en 1969 la Convention américaine des droits de l'homme, la Commission refuse de lâcher cette compétence-là au profit de la Convention, simplement parce que c'est dit, il suffit alors qu'un État ne ratifie pas la Convention pour qu'il échappe à mon contrôle, et ça, ce serait inadmissible. Le contexte politique est important. Deuxième remarque, évidemment, l'application contentieuse d'une déclaration est problématique, pose une série de difficultés, parce que forcément, le droit des traités ne s'y applique pas, donc il n'y a pas de régime de limitation, il n'y a pas de régime de dérogation, il n'y a pas de régime de réserve, il n'y a pas de régime de déclaration interprétative, il n'y a pas de dénonciation possible, sauf dénonciation extrême de la charte de Bogota, et donc tout ça, évidemment, pose une série de problèmes, évidemment, qu'il nous faut prendre en compte. Alors,
Autre remarque également importante, c'est que, bien entendu, tout le monde n'est pas d'accord avec cette position, et on voit notamment les États-Unis rappeler régulièrement à la Commission et à la Cour d'ailleurs que la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme n'est rien d'autre que de la soft law. C'est un instrument solennel, etc., avec de bonnes intentions, mais les bonnes intentions ne font pas le droit, nous dit les États-Unis, mais il n'empêche qu'on a quand même des possibilités d'action contentieuse contre des États comme les États-Unis, avec parfois des réactions très variables de la part des États-Unis qui soit ignorent la Commission interaméricaine, refuse toute discussion, soit simplement parfois accepte de dialoguer parfois et de répondre à certains arguments et certaines allégations. Deuxième point, pollinisation jurisprudentielle. La soft law plutôt ici comme instrument herméneutique en droit interaméricain des droits de l'homme, ce qui nous renvoie ici à la pratique jurisprudentielle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, ce qui fait plus écho à la présentation de Sébastien concernant la Convention, la Cour européenne des droits de l'homme. Alors la Cour interaméricaine des droits de l'homme, elle est un petit peu particulière, dans ce sens qu'elle s'appuie en général sur un corpus juris international, ce qu'elle appelle un corpus juris international, de normes très variées, très diversifiées, qui sont extrêmement larges. Elle considère que son système de protection, il est perméable aux normes externes, à la jurisprudence externe. En quelque sorte, elle fait feu de tout bois, tous les coups sont permis en droit interaméricain, elle va se référer de manière pratiquement systématique à d'autres traités, à la CEDH, au PIDCP, au PIDESC, à la Charte africaine, elle va se référer à d'autres jurisprudences, il s'agit de soft jurisprudence, de jurisprudence européenne, éventuellement nationale, aux observations générales du Comité des droits de l'homme et des autres comités conventionnels, à des codes de conduite, parfois à des codes de conduite privés. Tout ça n'a pas tellement d'importance, elle puise en réalité dans la soft law une série d'arguments pour construire sa solution pratique qui correspond à son cas et va s'y référer évidemment pour interpréter la Convention américaine des droits de l'homme. Alors je ne peux même pas faire l'inventaire des références de soft law qui sont faites par la Cour interaméricaine car ces références sont beaucoup trop nombreuses. Elles sont quasi, encore une fois, systématiques. Elle va se référer à des instruments de soft law interaméricains, à des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, de l'Organisation des États américains, à des résolutions des Nations Unies, aux observations générales des comités conventionnels, à différents types de déclarations, à des principes, à des codes de conduite, à des règles, y compris évidemment à des codes de conduite privés, parfois notamment en matière médicale ou autre. Et donc, en réalité, tout échappe ici à toute tentative de typologie. La source importe peu, qu'elle soit publique, privée, qu'il s'agisse d'une juridiction, d'un organe de protection, d'un groupe de travail. Le destinataire de la norme de soft law importe peu également, et l'objet de l'instrument également. Ce qui me renvoie en réalité à essentiellement deux questions au regard de cette pratique un petit peu particulière que j'ai dû décrire de manière un petit peu rapide et je m'en excuse. Première question, à quoi sert la référence à la soft law en droit interaméricain? Alors, il n'y a pas de réponse unique à cette question. Chaque cas va être très différent, mais il y a des tendances qui vont se dessiner et on va pouvoir identifier plusieurs fonctions possibles. Tout en notant au passage, et je rebondis sur ce que nous disait Sandrine tout à l'heure, mais sur le fait qu'il n'y a pas de distinction que l'on peut opérer entre les références aux normes de soft law et les références à des sources externes conventionnelles, par exemple. Donc, on ne peut pas distinguer deux régimes distincts de référencement. Mais on voit en tout cas qu'en ce qui concerne les références qui sont faites à la soft law, une première fonction qui transparaît est la fonction définitionnelle. C'est sans doute la plus identifiable. La Cour interaméricaine va s'appuyer sur des instruments de soft law lorsqu'il s'agit de définir un concept. Typiquement, lorsqu'il s'agit de définir l'enfant, elle va faire référence aux règles de Pékin, de Riyad, de Tokyo. Lorsqu'il s'agit de définir l'intérêt supérieur de l'enfant, elle va s'appuyer sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits de l'enfant, outre la Convention. Elle va également, par exemple, s'appuyer sur
le Comité des droits de l'homme et son observation générale sur la discrimination lorsqu'il s'agit de définir la discrimination. Donc on voit qu'à chaque fois enfin pas à chaque fois, mais lorsqu'elle doit définir un concept, elle a tendance à intégrer dans ses instruments de définition des normes de soft law. Deuxième fonction, une fonction probante. Alors c'est un petit peu particulier parce que dans certains arrêts, elle va considérer que des instruments de soft law font partie des éléments de preuve, un petit peu au même titre que, par exemple, une déclaration d'expert pourrait être considérée comme un élément de preuve. Et donc elle admet formellement comme élément de preuve une série d'instruments de soft law, vraiment très, très formellement dans son arrêt. Par exemple, dans une affaire Ximénez contre Brésil, elle va citer un ensemble de déclarations émanant d'associations médicales professionnelles pour pouvoir s'intéresser à des questions relatives à la protection des droits des personnes handicapées. Autre fonction, une fonction plus matérielle, elle va interpréter de manière extensive la Convention américaine des droits de l'homme en référence à des normes de soft law. Dans son dernier arrêt, peuple de Caligna et Locono, une affaire de peuple indigène. Elle va interpréter l'article 23 de la Convention américaine des droits de l'homme qui énonce le droit de tout citoyen de participer à la conduite des affaires publiques. Elle part de là et elle dit « Mais attention, il faut interpréter cet article-là à la lumière de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples indigènes pour considérer que les peuples indigènes ont le droit de participer aux affaires publiques et donc doivent être consultés, notamment lorsque des décisions sont prises concernant les ressources naturelles et le territoire ancestral de ces peuples. » Les exemples pourraient être multipliés. À travers toutes ces fonctions, on voit que le rôle fondamental de la référence à la soft law est essentiellement argumentatif. Et je vais insister en particulier sur ce point en guise de conclusion, mais la fonction argumentative transparaît systématiquement dans l'usage qui est fait de la soft law par la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et donc elle s'inscrit dans la droite ligne de la philosophie herméneutique de la Cour interaméricaine qui consiste à interpréter la Convention à la lumière de ce corpus juris international composé de sources propres au système interaméricain, mais également externes. Donc les références à la soft law peuvent être d'ailleurs perçues comme de simples arguments, pour reprendre la typologie des arguments juridiques, de simples arguments à pari. Donc dans la grande majorité des cas, elle utilise la soft law par analogie, donc simplement, ou alors des arguments éventuellement à contrario. Elle va simplement prendre en modèle une norme de soft law pour dire, nous, on va aller éventuellement plus loin, par exemple, en ce qui concerne la définition de l'enfant. Enfin, elle peut être utilisée également comme argument a fortiori, lorsqu'elle entend aller au-delà des règles établies, par exemple, dans le protocole de Minnesota sur les enquêtes en cas d'exécution arbitraire, sommaire ou extrajudiciaire. Elle l'utilise à cette fin. Alors, tout dernier point, justement, sur cela, sur cet usage particulier qui est fait par la Cour interaméricaine des normes de soft law, une question peut-être plus spéculative, qui est celle de l'usage légitime. On revient à la légitimité de ces instruments de soft law par la Cour interaméricaine. Alors, on l'a déjà dit, évidemment, cette question va recevoir des réponses très différentes en fonction de la vision du droit que l'on a, et du rôle du juge particulièrement, avec deux positions extrêmes, le droit comme ensemble fermé, univoque et complet, avec un juge plutôt bouche de la loi dans le cadre duquel il a en réalité peu de choses à dire, et puis le droit comme création juridique du juge. On a évidemment un ensemble d'autres positions intermédiaires, avec autant sans doute de positions qu'il y a de modèles d'interprétation juridique dans l'histoire du droit. La Cour interaméricaine, elle a choisi une approche, une philosophie particulière, qui est une approche topique d'interprétation notamment, qui va offrir une place de choix c'est une approche en réalité très perelmanienne, qui va offrir une place de choix à l'argumentation juridique qui se veut aussi ouverte que possible. Ces arrêts vont être très longs, très fouillés, très détaillés, et pour elle, à l'inverse peut-être d'autres organes, tout peut être utilisé comme un argument potentiel. Fondamentalement, dans son approche topique du droit, eh bien, elle va nécessairement
promouvoir un pluralisme des sources. Et les sources, en réalité, se transforment ici, en réalité, en véhicules argumentatifs essentiellement. Et c'est à travers cette vision-là qu'elle analyse l'usage qu'elle peut faire de ce type de sources externes. Donc on est très loin ici d'une approche déductive ou exégétique qui serait fondée sur une argumentation fermée. La question, en réalité, de la légitimité qui doit guider notre analyse ici, ce n'est pas celle de savoir si elle peut ou pas le faire conformément à une légitimité démocratique ou au respect du volontarisme étatique ou au respect de telle ou telle théorie, mais c'est la question de savoir dans quelle mesure l'usage qu'elle peut faire de ces instruments de soft law est persuasif. C'est la force persuasive des arguments utilisés qui est déterminant. Il y a légitimité à partir du moment où il y a un potentiel persuasif. On convoque donc la soft law essentiellement comme on convoque des arguments. La méthode, pour essayer de répondre, de commencer à répondre à certaines des questions qui étaient posées par Sébastien, la méthode ici, elle est essentiellement rhétorique. La Cour interaméricaine, en réalité, ne cherche pas véritablement à voir si un consensus existe déjà au sein des États de l'Organisation des États américains. Elle tente de créer ce consensus, elle tente de le construire, et ce, en se basant sur une argumentation qui doit avoir essentiellement pour vertu d'emporter l'adhésion de son auditoire. Et donc c'est peut-être à la lumière de ces éléments-là qu'il faut analyser la manière dont fonctionne la Cour interaméricaine en référence à la soft law. Et donc à ce titre-là, et de manière un petit peu provocante, on pourrait même imaginer que la Cour pourrait aller peut-être encore plus loin et faire comme le juge américain des États-Unis, cette fois est cité dans certains de ses avis ou dans ses arrêts des chansons de Bob Dylan, Bob Dylan étant le premier chanteur le plus cité par les juges des États-Unis, ce qui importerait donc à la lumière de ce type d'exemple ne serait pas la légitimité de la source citée, mais bien la pertinence et la force persuasive de ce que Bob Dylan avait à nous dire et son utilisation dans le cadre d'un arrêt en particulier. Je vous remercie, Monsieur le Président.